Pierre Villeneuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la relation client d'une entreprise que tous les Français connaissent, que les Suédois connaissent encore mieux, puisqu'il s'agit d'IKEA France. Tout à fait. Et alors, ça semble toujours inutile de présenter les entreprises très connues, mais on le fera quand même parce que peut-être vous pouvez nous dire qui est IKEA, ce que c'est, ce que ça représente, et comment vous le voyez de l'intérieur. C'est peut-être aussi intéressant. Alors IKEA, c'est une entreprise qui vend du meuble et des accessoires de décoration. On a plutôt pour coutume de dire que notre vision, c'est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. À la maison, on entend, hein, pour rester modeste. Donc en France, aujourd'hui, c'est 29 magasins répartis sur tout le territoire. Une plateforme e-commerce qui est peut-être un petit peu moins connue. Ce sont 50 millions de visiteurs par an dans nos magasins et à peu près 2 millions de contacts à la relation client, donc contacts à distance dans notre centre de relation client. Ah oui, c'est donc, et alors, c'est combien de collaborateurs? Alors en France, nous sommes 9000 collaborateurs, à peu près 6000 collaborateurs en contact avec nos clients. Et pour la relation client, ce sont 2200 collaborateurs, donc 2000 dans nos points de vente, nos magasins, et 200 dans notre centre de relation client, qui se situe en France, à Évry. Donc ça, nous sommes fiers d'avoir une relation client en France, opérée par IKEA. Je connais quelqu'un qui porte un maillot à rayures que ça va conforter dans ses idées. Donc alors vous vendez du meuble et de l'aménagement. Vous vendez aussi des produits annexes, vous vendez du saumon, vous avez des restaurants, mais ça c'est plutôt périphérique, c'est pour permettre aux gens de venir en famille, etc. J'imagine. En fait, c'est pas votre vocation première. Non, c'est pas une vocation première, puisque même au-delà des meubles, ce qu'on aime rappeler, et c'est de plus en plus vrai, je pense, dans le commerce d'aujourd'hui, c'est apporter des solutions aux consommateurs. Donc c'est apporter des solutions de vie quotidienne, d'aménagement de leur intérieur. Les meubles et les accessoires sont une conséquence de cette solution. Donc on est plutôt pour effectivement offrir des solutions, proposer des solutions. Donc nos magasins, nos différents points de contact d'ailleurs, y compris le e-commerce, qu'on appelle en interne chez IKEA le Digital Store, puisque pour nous il n'y a pas un canal ou des canaux en concurrence, il y a un choix de canaux et le client choisit. Donc on a des magasins physiques ou non physiques, avec des solutions, et ça doit être un but d'excursion pour la famille, de visite. D'où les restaurants, puisqu'effectivement, le but c'est que nos clients restent le plus longtemps possible. Ça aussi, les temps sont en train de changer, mais en tout cas, et une expérience de visite la plus agréable et la plus enrichissante. D'où ces activités périphériques, comme la garde des enfants également. Donc c'est vraiment pour poser une expérience de visite. On parle plutôt de customer experience, pour utiliser des mots anglais, plutôt que shopping experience. Voilà, enfin dans mon esprit en tout cas, je préfère parler des humains, donc le customer experience, plutôt que shopping. Voilà, exactement. Alors, ça semble remarquablement pensé. Tous ceux qui sont rentrés un jour dans un magasin IKEA ont été, j'imagine, surpris de cette ambiance d'ingéniosité, de rapport qualité-prix. Ce qui marque surtout chez IKEA, c'est le do-it-yourself. Et d'ailleurs, c'est une profession qui est affichée dans le magasin, de dire pourquoi est-ce que vous faites vous-même, c'est pour avoir les prix les plus bas, c'est pour avoir le choix, c'est pour... Bon, j'imagine que le fait d'aller chercher le meuble et de l'emporter soi-même, ça économise des coûts de livraison, etc. Donc à la fin, on n'achète que le produit, et puis il y a le plaisir, si on sait faire, de faire. Donc vous êtes aussi en train de pousser la France à devenir un pays de bricoleurs aussi, ou de semi-bricoleurs. C'est un rapport différent, parce que quand vous dites une expérience de consommation, c'est une expérience presque de mode de vie, parce que tout le monde ne se sent pas bricoleur, et tout d'un coup on a l'impression que grâce à IKEA, tout le monde se sent capable de tenir un tournevis et un marteau et de fabriquer une belle cuisine, et en plus ça a l'air d'être vrai. Donc, Alors, ce qu'on essaye de faire, que ce soit le plus simple possible,
Après, je pense que, parce qu'on met effectivement très en avant souvent le do it yourself ou le cash and carry, je pense qu'on revient toujours à ce qu'on appelle aussi, ce qui est important pour nous, c'est le why. Pourquoi on est là, c'est quoi notre mission. Donc on a toujours, ce qui est vraiment fondamental chez nous, c'est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Quand on dit le plus grand nombre, ce sont les gens qui ont peu de moyens. Donc pour pouvoir s'adresser, apporter des solutions aux personnes qui ont peu de moyens, il faut avoir des prix bas. Oui. Et pour avoir des prix bas, il faut des coûts bas. Donc des coûts bas et donc des prix de vente bas pour le consommateur et donc des coûts bas pour le distributeur, en l'occurrence Ikea. Donc effectivement, le fait que le client fait le plus possible et de plus en plus, on peut dire même, contribue à la shopping experience, ça permet pour lui de maintenir les prix les plus bas. Donc, il y a un autre point, si je peux me permettre, c'est que moi j'avais un ami qui disait qu'il avait été militaire et qui était dans les économas, etc. et qui était jeune militaire à l'époque, maintenant il a près de 80 ans, mais il racontait cette histoire. Il allait acheter des produits, je ne sais pas lesquels, et son adjudant, qui était celui qui savait à l'époque, lui disait « Dans l'armée, on est trop pauvre pour acheter bon marché ». Et ce qu'on retrouve de ça chez Ikea, je trouve, c'est tout l'accent que vous mettez sur la robustesse. C'est que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas se permettre de changer tous les 6 mois ou tous les ans. Il faut aussi que ça soit robuste et de qualité. Donc c'est pas le prix bas parce qu'on brade, que c'est pas solide et que ça va être un peu ne pas tenir la durée. C'est sans faire de compromis sur la qualité et la robustesse. C'est le message. Et alors c'est vrai que ça va être un vrai challenge de tenir ça parce qu'aujourd'hui, avoir des prix bas et ne pas monter pour le compte du client, mais c'est le client qui monte, s'il monte mal, s'il abîme au montant, etc., il n'aura peut-être pas la même qualité dans la durée non plus. Donc c'est un vrai pari, ça aussi, ça fait partie de la culture de la maison, j'imagine. Après, dans les différents éléments que nous avons et que nous pouvons proposer à nos clients, on a aussi tout ce qui est la notion de, on va dire, service après-vente, ou en tout cas droit à l'erreur pour client. C'est pour ça également qu'on a une politique dite généreuse de retour, puisque dans l'histoire d'IKEA France, qui a maintenant plus de 30 ans en France, on a été les premiers à dire au client, à faire la promesse qu'il avait 30 jours pour changer d'avis, ou rapporter le produit s'il ne lui convenait pas, et 3 mois s'il était membre, porteur de la carte IKEA. Donc on a établi ce standard en France, et on est même copié et égalé maintenant. C'est pour ça que je peux même vous dire en avant-première que dans le prochain catalogue, le catalogue 2014, on va repousser cette limite, puisque le droit à l'échange pour le client, le droit au changement d'avis, ce sera de 3 mois pour tous les clients, 6 mois pour les porteurs de cartes. Donc on veut repousser cette limite, effectivement. Le client fait beaucoup par lui-même, il peut se tromper, donc on lui permet de ramener son produit. Après, on parle des prix bas, c'est pas forcément le prix le plus bas, parce qu'effectivement, le prix le plus bas, ça introduit cette notion de pas forcément bonne qualité. Donc nous, on parle effectivement plus de valeur d'achat. Si vous achetez un produit, un canapé pour 1000 euros, il faut garantir vraiment que vous avez la qualité pour 1000 euros et pas pour 300. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important, c'est d'expliquer au client, effectivement, qu'en fonction de ses moyens, ou de son désir de renouveau, puisqu'il y a des clients aussi qui aiment bien changer régulièrement leur intérieur. Donc c'est vrai que si vous aimez changer régulièrement votre intérieur, c'est pas opportun d'acheter des articles qui sont censés durer 25 ans. Donc c'est vraiment la qualité liée à votre besoin, à votre achat. Et donc ça, on est vraiment, on s'attache à répondre aux besoins et aux attentes des clients et uniquement à ce besoin et à cette attente, ce qui évite effectivement les surcoûts. Inutile pour les clients et aussi inutile pour nous. Le juste prix. Voilà, le juste prix. Mais je dirais aussi, c'est pour juste, parce que moi je citerais quelques connus en commerce, qui disaient les prix bas, les pauvres sans côté péjoratif, les gens qui n'ont pas de gros moyens en ont besoin, et ceux qui ont beaucoup de moyens en raffolent. Donc voilà, donc les prix bas, ou le juste prix, ce qu'on peut dire. Belle formule. Voilà, ça correspond aussi au plus grand nombre, donc au plus grand nombre de nos clients. C'est ce qui a fait le succès de la Dacia. Voilà. On en a vendu à tout le monde en fait. Enfin, Renault en a vendu à tout le monde. J'ai beaucoup d'autres questions qui vont me venir, mais
avant d'aller plus loin, je pense que c'est bien aussi de dire qui vous êtes et comment vous êtes devenu le patron de la relation client d'une entreprise assez exemplaire et très observée comme Ikea. Ça s'est passé comment? Vous êtes né dans un berceau Ikea? Quasiment. Donc, j'étais étudiant, assez classiquement, j'étais étudiant en école d'architecture. Et un beau jour, je me suis dit, il faut que je trouve un travail pour l'été. Parce que les étudiants réfléchissent, il va falloir quand même travailler un petit peu. Donc à l'époque, le magasin Ikea de Lyon ouvrait. Donc c'était le 3e magasin Ikea en France. Donc j'ai postulé assez classiquement. Je suis rentré en tant que vendeur au département meubles de cuisine, à temps partiel. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai réfléchi que Ikea offrait des opportunités de développement intéressantes. Donc j'ai intégré Ikea à temps complet et parcouru toute la filière interne, chef de rayon, chef de département, directeur adjoint, directeur dans différents magasins, plaisir dans les Yvelines, dont j'ai fait l'ouverture, c'était en 92, donc c'était il y a quelques temps aussi, le magasin de Lille et puis le magasin de Roissy. Et puis après 23 ans passés en magasin, je me suis dit quoi faire, le siège, et quelle fonction au siège. Et moi j'ai toujours eu une passion pour les clients et surtout observer leur comportement, tenter de répondre à leurs attentes et comprendre le mécanisme d'achat, ce qui fait qu'un client se dit je vais aller à cet endroit plutôt qu'à un autre. Donc je me suis dit la relation client, c'est un poste qui m'intéresse. Le poste s'est libéré, donc j'ai accédé à ce poste il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc c'est un parcours assez classique chez Ikea, donc plutôt parcours interne. Ce qui est intéressant, je pense, pour la relation client, c'est que je viens pas de la relation client, je viens plutôt de la vente, du commerce. Oui. Qui est de la relation client. Voilà, exactement. C'est toujours ce que je dis, c'est qu'on n'est non pas un département de coûts, on est là pour supporter la vente, le business, la croissance. Donc on ne fait rien gratuitement, tout est là. Alors le chiffre d'affaires, ce n'est pas notre objectif direct. L'objectif direct est de satisfaire les clients. Mais on ne les satisfait pas pour les satisfaire, on souhaite les satisfaire, puisqu'on sait que si un client satisfait reviendra, ça fidéliser, développera le business. Donc vraiment on est là pour supporter, on est pour moi un département d'affaires. Alors, il y a une culture suédoise, c'est une entreprise suédoise qui a démarré il y a combien de temps? Il y a 50 ans maintenant. Il y a 50 ans. On est convaincu que ça change quelque chose. Alors, ça change la couleur des meubles qui sont en bois blanc et ça a beaucoup fait pour l'image des meubles en bois blanc. Et je ne sais pas pourquoi le fait qu'ils soient blancs soit mieux, mais en gros, il y a un style dépouillé, robuste, simple, efficace, chaleureux, etc. Probablement, il y a d'autres choses dans les valeurs suédoises. Comment vous les décririez, vous? Quel impact ça a sur l'attitude de la marque vis-à-vis de ses consommateurs? Alors, ce que je dis toujours dans la relation client, ce qui est important, donc c'est une relation avec des clients, donc avec des humains, donc ce qui est important, c'est les valeurs et après les comportements au quotidien qui illustrent ces valeurs. Donc dans les valeurs suédoises, il y a un petit peu ce que vous décrivez, qu'on retrouve dans nos meubles, surtout la simplicité. Donc la simplicité des lignes, mais surtout dans la simplicité du comportement, du message qu'on peut donner à nos clients, des routines ou des procédures qu'on souhaite limiter le plus possible pour être simple, une accessibilité plus grande dans les rapports en interne, une hiérarchie très plate, mais aussi donc un rapport simplifié avec nos clients. Parce que ce que j'adore, voilà, donc mon nom est facilement trouvable. Si un client m'écrit, me téléphone un peu plus difficilement, m'écrit, j'en suis ravi et je m'efforce de lui répondre moi-même. Voilà. Donc simplicité dans les rapports. Je pense que l'honnêteté, c'est extrêmement important et encore plus important aujourd'hui d'être honnête avec ses clients dans le message qu'on lui délivre, la promesse qu'on lui délivre et surtout le fait qu'on va tenir cette promesse. C'est la confiance, donc c'est faire confiance à nos clients, puisque de plus en plus on dit ou on constate les citoyens, les consommateurs, les clients ne font plus confiance.
mais la confiance, ça se gagne, ça se mérite, et ça se démontre au quotidien. Donc si on Il y a démontre pas, un effet miroir dans la voilà, confiance. si on démontre pas qu'on fait confiance à nos clients, on ne peut pas s'attendre que les clients nous fassent confiance. Ouais. Donc vraiment cette confiance, c'est confiance, transparence, honnêteté, simplicité. On dit toujours la simplicité est une vertu, donc ça c'est une valeur IKEA. La conscience des coûts, donc des solutions simples. Le droit à l'erreur, donc qui libère la créativité. Chacun est libre d'avoir une idée, libre d'essayer, et donc libre de se tromper. Et ça, ce sont des valeurs qui plaisent aux Français, qui plaisent probablement dans beaucoup de pays. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le catalogue IKEA était l'ouvrage le plus édité au monde, que c'est maintenant il y en a plus que de la Bible, qui a été très longtemps le record. Et en fait, le record, c'est le catalogue IKEA, paraît-il, dans le monde aujourd'hui, ce qui est assez époustouflant. Je ne sais pas s'il faut en tirer une conclusion quelconque, mais je ne vais pas dire que c'est la nouvelle religion, mais c'est assez étonnant cette idée de valeur que porte cette entreprise. Alors aujourd'hui, elle est peut-être moins à la mode, parce que c'est vrai que la nouvelle économie a poussé plutôt devant les projecteurs des entreprises comme Apple, comme Google, comme Facebook, etc. On peut retenir d'Apple ce même discours sur la simplicité, sur l'ergonomie, sur le fait Et le point peut-être le plus important, c'est que dans les produits Apple, la relation client est prépensée, et j'allais dire presque partie intégrante du produit délivré. C'est-à-dire que c'est pensé pour que justement les clients aient moins besoin d'eux, plus tout l'écosystème qui va avec. Comment vous transposeriez ces valeurs Apple à IKEA, par exemple? C'était un exercice difficile, mais... Je vais le prendre un peu différemment. Je dirais que les valeurs d'IKEA sont toujours d'actualité, seront encore plus d'actualité demain, puisque bon, sans rentrer dans des cours de psychologie ou sociologie, donc les besoins primaires, se loger, seront toujours là. Donc si on prend à l'échelle planétaire, bientôt 9 milliards d'habitants, d'êtres humains, lorsqu'on regarde l'habitat, même en France, lorsqu'on regarde, moi j'adore les émissions de l'écho, ou les émissions où on voit les intérieurs des Français, on se dit il y a encore du potentiel. Donc le besoin de se loger, le besoin de ranger, le besoin d'accueillir des amis de la famille sera toujours là et sera de plus en plus croissant. Donc il faut apporter des solutions. Et savoir se loger, enfin non pas savoir se loger, mais savoir équiper ou aménager son intérieur, c'est pas quelque chose d'intuitif. Donc il faudra toujours quelqu'un pour apporter des solutions, donc pour contribuer à améliorer la vie. Donc la vision d'IKEA est encore plus pertinente demain qu'hier. Le fait d'être transparent, clair, de faire confiance, c'est des valeurs qui montent. Ouais. Le fait de... Ce qu'on pourrait évoluer, c'est le fait de donner davantage la parole, parce que je pense qu'aujourd'hui on s'inspire beaucoup des besoins, et on ne s'inspire que des besoins des clients, puisqu'on va chez eux, on fait des home visites, on regarde les comportements, et on adapte nos magasins, les solutions pour répondre à ces problématiques. Par contre, on ne communique pas forcément souvent dessus, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les clients, enfin les consommateurs sont avides de contribuer, de partager avec la marque, d'influer sur la marque, et je pense que voilà, c'est des évolutions qu'on pourrait avoir dans notre façon d'être. Par rapport à Apple, pour répondre vraiment à votre question, je pense qu'ils ont une approche, bon, ils ont un produit à la mode qui est plus à la mode que le meuble qui paraît peu technique. Pourtant un meuble ça peut être très 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 technique, puisque pour réduire les prix, il y a d'énormes efforts de recherche qui sont faits pour utiliser le juste matériau, parce qu'également on utilise beaucoup de bois, le but on utilise des ressources naturelles, donc c'est limiter l'impact de IKEA, donc il y a vraiment beaucoup de recherche aussi. Bon, ça se voit moins qu'un iPhone 5, 6, 7 ou futur, il y a beaucoup de techno, donc aussi. Mais dans l'approche, il y a des similitudes. Alors, un dernier point sur la manifestation visuelle d'IKEA, c'est le fait d'avoir installé, probablement parmi les premiers aussi,
des espaces un peu témoins, comme si on rentrait dans une chambre, dans une cuisine, etc., pour que les gens se représentent mieux et que les gens puissent ouvrir les tiroirs, être en situation, s'installer dans le fauteuil, pratiquement recommencer à regarder son émission télé favorite. Et c'est vraiment se mettre en situation. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors, je vais avoir plusieurs questions, mais la première qui me vient, c'est quand on parle de relation client, on pense à la relation client à distance, c'est-à-dire où on ne se voit pas, principalement. Donc, le vrai sujet, c'était d'ailleurs la question d'Apple dans son propre call center à Las Vegas. Comment est-ce qu'on retransmet l'atmosphère d'un magasin, le contexte du rapport avec le client dans un call center quand on s'appelle Ikea? Je pense après, ce qui est très important pour nous, et ce qu'on a tenté, j'espère réussi de faire notre centre de relations clients, c'est que les collaborateurs qui y soient en contact avec les produits, puisque les clients qui vont les appeler pour des problèmes produits généralement. Donc les collaborateurs du centre de relations clients vivent dans les produits Ikea, voient les nouveautés, on change régulièrement les produits. On s'est vraiment attaché à avoir un lieu où il y a vraiment des solutions d'aménagement. Donc il y a les ambiances de détente, ce sont soit des chambres, soit une cuisine. Donc le collaborateur Ikea du centre de relations clients, il vit dans les produits Ikea. L'autre chose auquel on est attaché, le centre de relations clients est à proximité, est contigu à un magasin Ikea. Donc les collaborateurs du centre de relations clients vont manger et connaissent, on organise des échanges, le magasin et donc les clients. Après, dans l'animation client des équipes, c'est assez classiquement, ça leur montrer des lettres de clients, des comportements clients pour vraiment prendre en compte cette problématique. Et comment est-ce qu'on parle Ikea? Est-ce que on a travaillé dans le domaine de l'œnologie, dans un centre d'appel qui vendait des vins, mais des vins de négociants, donc assemblés, non pas des vins connus, avec des noms de marques inventées, et les gens devaient vendre ces produits à des gens qui ne les avaient pas goûtés. Donc c'était un vrai challenge, parce que vendre du vin sans le faire goûter, alors que le nom n'évoque rien de connu, c'est un vrai challenge. Et c'est à travers le vocabulaire, à travers le choix des mots qui sont des mots évocateurs, qui font passer l'image, qui font passer la sensation. On est presque dans le domaine du sensoriel. Est-ce qu'il y a la même démarche pour parler et retranscrire verbalement l'univers Ikea? Est-ce qu'il y a un vocabulaire qui est propre? Il y a un vocabulaire qui est propre à Ikea. On dit souvent même un jargon Ikea qu'on essaie au contraire de ne pas utiliser pour parler le langage du client. Après, une chose qu'on n'a jamais eu, on n'a jamais eu des scénarios écrits. Donc ça, c'est plutôt la tendance aujourd'hui, donc on a été précurseurs. Le ton Ikea ou la tonalité, le discours Ikea, c'est plutôt de retranscrire de l'empathie auprès du client. Donc un client qui a un problème, c'est plutôt, on dit parler comme un ami, donc, ou un membre de la famille, c'est comprendre le client pour lequel la cuisine s'est effondrée ou qui a des problèmes. C'est au-delà, c'est pas tellement la solution qu'il faut lui apporter dans un premier temps, c'est comprendre sa problématique. Vous avez un exemple, demain vous recevez votre famille à déjeuner, c'est repas de Noël, votre four est en panne, il faut comprendre l'importance que cela aura. Par contre, si c'est lundi soir, le four est en panne, ça n'a pas la même répercussion sur la vie du client. Donc je pense que c'est vraiment se mettre à la place du client, comprendre les impacts que cela aura sur lui. Je pense que c'est ça la tonalité qu'on essaie d'avoir, qu'on n'a pas toujours, mais en tout cas qu'on souhaiterait avoir tout le temps, c'est être dans la tête du client, comprendre comment ça m'implique ce problème moi client. Alors il y a aussi plus généralement un style Ikea qui est très notable quand on entre qu'on va au catalogue ou qu'on va dans un magasin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans un domaine où les gens
cherchent à personnaliser leur intérieur, est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation? Est-ce que les gens se disent, je vais être habillé, je vais avoir le même appartement que mon voisin, et est-ce qu'il n'y a pas une problématique pour l'entreprise cette fois de dire, est-ce que les Chinois, les Norvégiens, les Italiens et les Polonais, est-ce qu'ils ont pas des attentes différentes en matière de style, etc., qui va faire que Ikea devrait changer, un peu comme McDonald's par exemple, localise certains produits en disant, ben là, ils aiment bien les cornichons, je vais mettre du cornichon, même si le produit de base est le même. Il y a ce travail-là qui est fait aussi. Alors ce qui est intéressant, on a déjà une gamme très réduite, hein, c'est à peu près 11 000 références, donc c'est très peu quand même, 11 000 références vendues dans le monde entier, donc on a un référencement assez étroit. Ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde, on vend les mêmes produits. Par contre, ce n'est pas forcément dans les mêmes couleurs. Donc en fait, les attentes, les besoins de nos clients, des consommateurs, et les attentes sont les mêmes. Ce qui peut être différent, c'est le type d'habitat, appartement, maison, la taille d'habitat. Et dans les styles, il faut savoir que 30% de nos produits sont renouvelés chaque année. Donc il y a des icônes telles la bibliothèque Billy, mais les couleurs de la bibliothèque Billy sont très différentes de ce qu'elles étaient. Donc on voit le style Ikea, dans les styles Ikea, il y a le style dit scandinave, avec les mobiliers bouleau, les couleurs effectivement nordiques, bois clair et blanc. Mais si vous allez dans les magasins, vous allez voir cette année du turquoise, du rose, du gris brillant, beaucoup de noir, des nouvelles couleurs qui arrivent telles le moutarde. Donc après, c'est la difficulté, c'est comment exprimer en magasin cette multiplicité des styles qu'on peut arriver à avoir malgré notre faible nombre de références. Mais néanmoins, on peut arriver à avoir une expression très très différente. Et alors, pour aller maintenant plus dans votre domaine d'aujourd'hui, qui est celui des centres de relations clients à distance, on a compris combien vous étiez, que la problématique que vous gérez, c'est de la réception d'appels principalement. Vous répondez aux problématiques des clients qui vous appellent. On imagine livraison, changer les produits, se faire aider pour les montages, etc. Est-ce que des choses ont changé ces dernières années? Est-ce que le type de demande a évolué? Est-ce que les gens sont devenus plus bricoleurs et qu'ils sont plus experts et que les questions sont plus complexes? Ou non, pas du tout, c'est toujours les mêmes questions? Comment ça a pu changer? Grosso modo, on a un besoin, donc IKEA, c'est un système effectivement repose sur le cash and carry, pour proposer les prix les plus bas aux clients qui souhaitent faire le plus possible par eux-mêmes. Néanmoins, le besoin en service augmente, donc effectivement le nombre de services que l'on vend, livraison, montage de meubles, installation de cuisine, croît. Donc, pourquoi ça augmente alors ça? Parce que les clients ont moins de temps, ont moins de voitures, donc principalement à Paris. Si vous prenez Paris intramuros, 70% des Parisiens n'ont pas de véhicule. Ah oui. Donc en cela, le concept IKEA doit évoluer. Nos magasins sont en périphérie, donc d'où le partenariat avec Autolib, par exemple, que nous avons lancé, l'équipement des magasins en borne électrique, pour favoriser l'essor du véhicule électrique, donc, et aussi la livraison. Donc le besoin en service, principalement livraison et montage, pour gagner du temps, augmente. Donc on sait que c'est une activité qui génère du SAV, donc les problématiques de SAV sur les services augmentent, mais augmentent plus par l'augmentation du volume. Ça a plutôt une amélioration de la qualité sur ces services. Effectivement, en volume, c'est de plus en plus des problèmes de livraison, changement d'avis sur une livraison, demande d'aide pour du montage, installation de cuisine. Donc c'est plutôt sur des problématiques de service. Ce qui a changé, en revanche, c'est le besoin d'instantanéité dans la réponse. L'extrême exigence, mais on est nous-mêmes exigeants en tant que clients, donc elle se comprend sur des temps d'attente, la demande exprimée par le client, que s'il a préjudice, il veut qu'il soit reconnu et dédommagé, et selon quoi, si on se met dans la tête du client, c'est pas non plus illégitime. Donc voilà, c'est plus aujourd'hui, le consommateur veut être reconnu en tant que consommateur. Il est monté en niveau d'exigence, en gros. C'est ça que vous dites. Il demande davantage de services, il demande davantage de servir plus vite, qu'on écoute mieux, qu'on lui dédommage davantage, donc c'est monté d'un cran. Oui, mais pour moi, c'est pas son exigence. Enfin,
son exigence est augmentée, mais pour moi, elle est augmentée à sa légitime place. Ça reste légitime, mais c'est en, vrai en tant que client, si j'habite Paris, que je vais en magasin en banlieue, si on calcule la distance moyenne, le véhicule moyen et la consommation moyenne, j'ai calculé, le client dépense 5 € minimum. Donc il a déjà dépensé 5 €. Et je ne compte pas le temps de trajet. Donc effectivement, le client, il veut que l'entreprise, c'est pas spécifiquement à IKEA, il veut que l'entreprise lui reconnaisse qu'il a fait un effort pour y aller. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, il faut qu'on reconnaisse l'effort que font nos clients et qu'on la remercie, surtout dans les périodes où on vit, qu'on remercie nos clients de nous faire confiance pour faire cet effort en temps, en argent, avant même d'être entré dans nos magasins. Donc je pense que c'est ce en quoi l'exigence du client a augmenté, et pour moi elle a augmenté à sa place légitime. Et l'instantanéité dont vous parlez, est-ce que c'est lié à l'usage accentué du smartphone? Est-ce que la mobilité est quelque chose qui a changé le rapport au client pour vous? Dans la relation à distance via téléphone, qu'on téléphone de son smartphone ou d'un téléphone fixe de la maison, pour moi c'est pas ce qui a changé. Ce en quoi les consommateurs, ce que les consommateurs ont compris, c'est qu'ils payaient l'outline. Donc effectivement, lorsqu'on paye l'outline, on ne veut pas attendre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Mais vous ne faites pas le distinguo entre le client qui vous appelle depuis un smartphone et un client qui vous appelle depuis un poste fixe? Non, parce que l'influence et l'impact du smartphone, on le voit sur le point de vente, oui, comme élément de preuve, puisque le client va nous montrer, voilà, sur mon smartphone, vous avez ce produit en stock dans ce magasin, il est où ce produit en stock dans ce magasin? Mais ce que le client dit, IKEA m'a fait venir parce qu'on m'a promis qu'il y a du stock, il n'y a pas de stock. Donc l'impact du smartphone, il est vraiment sur le point de vente physique, pas tellement sur la relation à distance, parce que ou sur la relation à distance, si ce qu'on peut voir, c'est plus dans les médias sociaux, puisqu'effectivement on fait un post sur Facebook ou un tweet facilement. Donc sur la relation à distance. Vous faites la transition là, voilà. Parce que l'arrivée de Facebook, c'est cool. Enfin, j'imagine qu'il y a une page Ikea, il y a une page Ikea France spécifiquement. Oui. Il y a combien de fans sur cette page Ikea France? C'est très peu étonnamment, parce qu'aujourd'hui on a 26 000 fans, oui, on augmente en moyenne de 3 000, puisque lorsque j'ai pris mes fonctions on était à 7 000. Donc oui, en 2 ans on est passé de 7 000 à 26 000. Oui. Mais je dirais, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas forcément très en avance là-dessus, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt utilisé comme un média marketing. Et assez peu comme un... Quand vous dites marketing, c'est communication. Oui, on fait on retranscrit nos éléments de pub. D'accord. Alors que moi, mon idée, c'est plutôt de le... faire un outil de... Oui, un outil en plus, pas forcément, je ne souhaite pas le privilégier, parce que voilà, c'est si le client veut exprimer un problème de SAV ou joindre le centre de relation via Facebook ou via Twitter, on doit être en mesure de lui répondre rapidement. Mais c'est intéressant parce que moi, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'arrivais, j'étais assez vierge, puisqu'en fait je venais des magasins, donc super, les réseaux sociaux, il faut, voilà. Ou alors c'est super dangereux parce que le client mécontent, il va tout mettre sur le oui, oui. En fait, c'est pour ça qu'il faut le remettre à sa juste valeur, parce que dans Facebook, bon déjà, le client qui fait un post et qui n'est pas content, généralement c'est qu'on l'a maltraité au téléphone, on n'a pas répondu à son mail, oui, donc c'est en désespoir de cause. Donc Facebook n'est que la dernière réponse à tout ce qu'on a mal fait avant. Donc attachons-nous à... voilà, par exemple, recommuniquons le numéro de téléphone. Et avant, il fallait 3 clics pour le trouver. Donc là, on est en train de le faire remonter. Donc c'est une lutte permanente de faire remonter. Donc l'idée, c'est d'avoir en première page. Donc voilà, facilitons les moyens d'accès à IKEA à distance. Puis autour des aficionados de Facebook, mais finalement il n'y en aura pas tant que ça. Puis l'autre élément, c'est que la page Facebook, ça tourne. Hein. Donc le post qui fait le tour du monde, oui, enfin, 3 heures après, il y a autre chose. Donc, et puis après, je pense qu'il faut vivre, il faut être transparent. Comme tout distributeur, il peut nous arriver un problème client, on lui répond, on s'excuse, qu'on comprend son problème et on va lui apporter des éléments de réponse. Voilà, je pense qu'il ne faut pas vivre dans cette peur. Voilà, exactement. Voilà. C'est que, bien entendu, ce qu'on n'est pas capable d'assumer
sur une page Facebook, c'est que probablement ça pose problème quelque part. Et donc c'est plutôt une bonne chose de normaliser et d'unifier l'attitude de la marque par rapport à ces différents canaux. Parce que d'ailleurs, le client, lui, va passer par les différents canaux et il va faire la comparaison des réponses et des attitudes. Donc de toute façon, il vaut mieux que la marque en soit consciente. Hein. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la relation justement avec quelle est la place de la relation client dans l'entreprise et l'avenir. Et c'est une bataille au quotidien parce qu'il y a la place du marketing et de la relation client. Donc chez IKEA, il y a deux directions, la direction du marketing. Donc pour simplifier, on dit le marketing s'occupe du marché, des connaissances des consommateurs. La relation client s'occupe des clients IKEA et de la relation avec eux. Donc les réseaux sociaux étaient à tort et de plus en plus considérés comme un outil marketing, alors que c'est un outil de relation. Parce que les consommateurs veulent plutôt s'exprimer, partager, que entendre le message institutionnel de la marque. Et sans quoi, j'en suis content, je pense que la relation client va croître encore plus dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, le propriétaire de la marque, c'est pas la marque, ce sont ses clients. Là, je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises, même chez IKEA, c'est une difficulté, c'est surtout faire admettre ça par les gens du marketing, puis ensuite par les gens du commerce, c'est que les propriétaires de la marque, ce sont les clients. Ce sont les clients qui veulent nous dire quel produit ils voudraient avoir. Ce sont les clients qui nous disent ce qui est bien dans nos magasins ou ce qui n'est pas bien dans nos magasins. Ce sont les clients qui veulent se donner des renseignements entre eux. Voilà. Et les clients veulent que IKEA leur permette d'accomplir cette aspiration. Mais les clients ne veulent plus aujourd'hui recevoir un message institutionnel, académique de IKEA va sauver le monde. Vous connaissez la citation de ce que disait Ford, qui disait « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient comme amélioration, ils auraient dit un cheval qui court plus vite. Et donc, pas une voiture. » Et donc, c'est vrai que la marque continue à avoir cette mission d'inventer, avant que les clients n'en aient conscience, probablement, leurs futures attentes. C'est un petit peu ce que disait Steve Jobs également. Il disait le marketing ne sert à rien, il faut des inventeurs, des créateurs, des visionnaires, et c'est eux qui vont proposer et emporter le morceau. La question de Facebook, vous la posez, je trouve très bien. Il y a une problématique Facebook, c'est ce qu'on appelle les médias communautaires, donc de communauté, de clients. Cette notion communautaire, là encore, on peut faire référence à Apple avec cette espèce de communauté des développeurs d'applications dans l'univers Apple, qui a été un mouvement extrêmement remarquable, parce que c'est une sorte de première où des gens avertis devenaient des acteurs, parce qu'en fait, les produits proposés par Apple intègrent ces logiciels développés par des clients avertis. On peut très bien imaginer qu'il y ait chez IKEA, dans l'univers IKEA, ce genre de population. Est-ce que dans vos projets, il y a une démarche particulière pour développer cette notion de ce que nous avons appelé, on a développé une application qui justement sert à ça, on appelle Best Buddies. C'est-à-dire avoir une démarche spécifique via les réseaux sociaux en direction de ses meilleurs clients pour en faire les amis de la marque et donc les prescripteurs, les ambassadeurs. Et j'imagine que avec la culture IKEA, ça c'est parfaitement compatible. C'est pour ça, pour revenir à votre question sur Apple, également, est-ce que les valeurs ou les fondements de IKEA sont toujours up-to-date aujourd'hui, ils le sont demain? Ils le sont toujours demain, parce qu'on a toujours un nombre important de fans. Il y a un nombre important de blogs qui n'est pas animé par IKEA. Il y a un site très connu qui est IKEA Fan, un autre qui est IKEA Addict, qui sont en dehors du monde IKEA. Donc on a un terreau propice à ça. Donc effectivement, on réfléchit à une communauté de clients, dans un premier temps plutôt sur la relation client, où les clients pourraient échanger des conseils sur comment monter sa bibliothèque. Comment s'aider à monter la bibliothèque. Voilà, donc on travaille effectivement, on est vraiment très intéressé sur ces communautés de clients, d'entraide dans un premier temps, plutôt pour la relation client et la pré-vente ou l'avant-vente, mais également pour déceler les nouvelles idées, les nouvelles envies. Voilà. On veut vraiment impliquer
encore plus, donner encore plus la parole à nos clients. Parce que ça, c'est vraiment Il y a une vraie l'avenir. culture du détournement chez Ikea. Pour qui a monté un peu des meubles, on voit bien qu'une porte a parfois plusieurs marques de charnière derrière, parce qu'elle peut, dans un meuble donné, se monter de telle manière, et dans un autre meuble, le même produit se monter différemment. C'est comme les étagères qui peuvent se mettre soit horizontales, soit verticales. C'est pas tous les meubles où on peut choisir de les mettre debout ou assis ou couchés, quoi. Donc, on peut imaginer que les clients puissent avoir un apport assez intéressant justement dans l'idée de détourner les produits existants en disant moi j'ai acheté ça mais je ne m'en sers pas du tout pour faire ça, je fais autre chose avec. Et justement, je trouve ce qui est formidable et qui se raccroche aussi à une question très pertinente. Donc, on a un nombre de références limitées, on va dire 10 000. Et justement, l'imagination et la créativité des clients et ce besoin de customiser, ça peut répondre à cette contrainte d'un assortiment limité, dont l'avantage est un prix limité pour les clients. Donc, Ikea propose un assortiment limité. Et les clients, entre eux, proposent aux autres clients comment, avec cet assortiment limité, faire plein d'autres choses. Donc justement, c'est ça qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut démultiplier le monde Ikea, en fait. Parce que c'est une des autres tendances qu'on peut observer actuellement, c'est l'envie de personnaliser. On l'a vu pour les voitures, avec la Mini, avec la Fiat 500, donc on parle, ou Dell Computer a été le vrai lanceur de sortie. On se fait son propre ordinateur, puis en fait à la fin on s'aperçoit qu'il y a une configuration qui est presque pareille et qui coûte 20% moins cher, donc on prend le standard. Mais on voit aussi que des marques de parfums proposent de changer. Apple a proposé de graver un message derrière un iPhone qu'on va offrir, etc. Ces démarches-là, on l'imagine parfaitement dans un univers comme celui d'IKEA, où on achète un produit standard, mais il y a les produits qui permettent de choisir la couleur du coussin, la couleur de la couverture, du chapeau, de la poignée. Après, justement, c'est tout le défi du point de vente, hein, et c'est sans quoi le point de vente physique n'est pas mort, malgré tout ce qu'on peut dire sur le e-commerce ou le développement des ventes virtuelles. Le point de vente n'est pas mort, puisque c'est sur le point de vente qu'on peut justement montrer aux clients tout ce qu'on peut faire. Et justement, il y a des ensembles modulaires, donc entre les différentes couleurs de structure de base, les différents modèles ou couleurs de porte, on peut arriver vraiment à faire son modèle. Mais c'est le défi, effectivement, de la vente, de toujours pas proposer. Effectivement, c'est comme dans le milieu automobile. Vous avez les voitures, elles se vendent en blanc, en grise. Dans la publicité, les couleurs, vous voyez, c'est le rouge, l'orange, le jaune moutarde. Donc c'est faire comprendre à la vente comment on est, il faut aussi faire arriver le client. Après, effectivement, il achètera peut-être des choses un peu plus communes. Oui. Mais voilà, il faut citer l'imagination, l'envie du client. Et la relation client à distance, c'est-à-dire le site internet, dont on n'a pas beaucoup parlé encore, mais c'est remplacer le magasin tout en étant conforme, tout en étant compatible, tout en n'étant pas en opposition mais en complément. C'est pour beaucoup de marques une vraie difficulté parce que c'est... alors là, vous avez vos propres produits, donc vous avez moins de risques. Je pense que c'est le problème de distributeurs de téléphone qui vendent des produits qui ne sont pas les mêmes et qu'ils ont les mêmes dans les points de vente que sur Internet, mais sur Internet on peut les comparer, donc on est drivé par le prix sur Internet et moins dans le magasin, et que en revanche, donc, le positionnement, quelle gamme de produits par rapport, en ligne par rapport au magasin, comment Ikea traite ce sujet-là? Alors nous c'est assez simple et assez clair, c'est One Ikea. D'accord, c'est les mêmes produits en ligne et dans le magasin. Même produit, alors l'assortiment en ligne est un peu plus limité puisqu'on va couvrir 80% de l'assortiment. 80% du chiffre. Donc on a à peu près 7200 références en ligne. Au lieu de 11 000. Voilà. Donc voilà, c'est les mêmes références, les mêmes prix de vente, les mêmes prix de livraison. Que vous achetez en magasin physiquement pour vous faire livrer ou que vous commandiez de chez vous ça va pour vous faire livrer, c'est le même prix. Voilà. Maintenant, donc ça c'est pour la partie Digital Store. C'est pour ça que la philosophie c'est One Ikea. Le web, c'est la première porte d'entrée chez Ikea. 50 millions de visites dans nos magasins, 70 millions de visites sur le site web. Donc le web, c'est le premier média publicitaire, le premier média marketing pour faire venir les clients
dans nos points de vente. Et les points de vente, c'est 29 magasins physiques, un magasin digital. Voilà, c'est ce qu'on a eu From Web to Store. C'est le web, c'est la première porte d'entrée pour IKEA, pour préparer son achat dans nos points de vente, quels qu'ils soient. Donc l'objectif, c'est pas de faire un magasin en tant que tel, c'est plutôt une pierre, un édifice global qui est composé du store en ligne et du magasin physique. Mais votre objectif, c'est plutôt quand même de faire venir les gens au magasin, parce que c'est là qu'ils vont vivre l'expérience, etc. Est-ce que vous imaginez dans le futur que l'univers à reproduire en virtuel, en 3D, en expérimentation, puisse être équivalent au point que les gens, que vous n'ayez plus d'intérêt à faire venir les gens au magasin? Non, mais... c'est pas possible. Je pense qu'il y a... on ne peut pas dire que c'est pas possible, puisque je pense qu'il y a 15 ans, si on avait imaginé qu'avec un téléphone on pourrait tout faire, je pense que tout le monde aurait dit c'est pas possible. Il faut jamais dire que c'est pas possible. Mais après, c'est comme le besoin de se loger restera toujours un besoin. Je pense que l'être humain est un être social. Je crois assez peu au futur où tout le monde est chez soi, voit tout en virtuel et ne veut pas aller dehors. Donc, après, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'on voit bien des gens qui, dans les magasins Ikea, on a presque l'impression qu'ils viennent visiter des pavillons témoins, qui viennent plutôt penser, rêver, se projeter, et c'est peut-être pas à la première visite qu'ils vont acheter l'ensemble des produits, peut-être qu'il va leur falloir 2 ou 3 visites. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on vient trouver des solutions. À la fin, la vie est de plus en plus difficile, il y a les familles recomposées, les logements sont de plus en plus chers, donc les surfaces sont de plus en plus petites. Donc la vie à la maison, c'est de plus en plus de contraintes. Les enfants restent plus tard, ça c'est une contrainte. Demain, vos parents, il est très possible que vous les ayez chez vous, donc c'est une contrainte. Donc l'habitat est un lieu de contrainte. Donc les clients viennent nous voir pour des solutions. C'est pas tellement pour rêver, où ils rêvent de solutions qui leur rendent la vie meilleure. C'est un peu ça le rêve. Donc c'est voilà. Et, donc des solutions digitales, techniques. Alors l'hologramme, je veux bien, mais enfin, je pense qu'il n'y aura rien de mieux qu'un magasin bien conçu qui répond aux attentes des clients. Ce qui change effectivement, c'est que demain, le client effectivement n'achètera pas forcément peut-être dans le magasin pour récupérer dans le magasin. Donc je pense qu'il va évoluer, c'est qu'il y a une déconnexion de plus en plus grande entre l'endroit où je prends mes idées, l'endroit où je paye, parce que le problème des commerçants, enfin des gens des magasins, c'est que c'est une culture du concret. C'est qu'il y a des clients physiques qui payent physiquement, si possible en espèces, c'est un peu caricatural, mais ils payent physiquement à l'endroit où je suis, ils emmènent physiquement leurs marchandises. Donc ça, effectivement, ça va voler en éclat de plus en plus. Oui. Mais le fait que le magasin, qui est un lieu de vie, de rencontre, disparaît, ça je crois pas. Par contre, le vendeur sera peut-être plus vendeur, il sera quelqu'un qui comprendra les besoins du client, qui l'aidera à trouver sa solution sur tablette avec lui, et même plutôt sur la tablette du client plutôt que la sienne. Voilà, mais voilà, et puis il y aura un chiffre d'affaires Ikea. Donc c'est un profil voilà. de l'interface entre la marque et le marché qui va évoluer. Ouais. C'est que les gens ne seront pas les mêmes vendeurs qu'il y a 10 ans, etc. C'est d'autres qualités, d'autres attitudes, etc. Donc des enjeux de formation. Je pense qu'il dépend ce qu'on appelle un vendeur. Je pense que la vente où on force la vente, où en mauvais français on refourgue des produits, ça je pense que c'est définitivement fini. Parce que les clients n'ont plus l'argent pour ça. Puis ils vont parler, puis on détruit l'image de la marque, et ça c'est son meilleur capital. Demain on aura des personnes qui comprennent les clients, qui comprennent leurs problématiques. Voilà, c'est que lorsque vous avez un jeune enfant, j'ai même eu l'expérience, parce que c'est des parcours, des étapes de vie, on découvre d'autres choses, on a d'autres contraintes, comment aménager la chambre d'enfant, en plus c'est une valeur affective très importante, sa chambre à soi, finalement, on n'y porte pas grand intérêt, la chambre de votre enfant, c'est super important, c'est une valeur affective très forte. Donc si vous avez quelqu'un qui comprend votre problématique, et qui vous apporte la solution, là vous allez faire une vente, effectivement. La vente est la conséquence. Pour moi, la vente, on travaille pour développer du business, le chiffre d'affaires, c'est toujours la conséquence de ce qu'on fait bien. Si on vise le chiffre d'affaires, il y a forte chance qu'on ne l'atteigne pas. Dernière question peut-être pour conclure, c'est vous avez une formation d'architecte, vous avez une expérience en magasin,
on imagine très bien que ça vous sert aujourd'hui, ces deux particularités. Tous les gens ne sont pas passés forcément par la partie du concept, avec la formation d'architecte, et puis deuxièmement, avoir passé des années en magasin et avoir lancé des magasins, ce qui est une autre démarche que d'arriver dans un magasin où tout est déjà existant. En faire le lancement, ça veut dire être dedans, quoi, faire partie d'eux. Donc, qu'est-ce que ça change d'après vous dans le résultat de votre centre de relations clients, par exemple? Le fait que vous ayez ces deux particularités. C'est une très bonne question, je pense qu'on a même apporté la réponse, parce qu'en architecture, on fait beaucoup de sociologie, donc c'est vraiment l'étude du comportement, et en magasin, si on veut répondre aux attentes du client, et donc faire du chiffre d'affaires, il faut étudier les comportements. C'est toujours été ma passion, c'est étudier les comportements et quelles solutions apporter pour répondre à ce problème. Et effectivement, après, c'est développer du business. Donc je pense que ce qui fait le lien entre l'expérience magasin et l'étude d'architecture, c'est l'observation des comportements et deviner les évolutions des comportements futurs en écoutant les gens. Parce qu'en fait, les consommateurs, les clients, ils n'expriment pas forcément directement. Mais quand vous visitez un habitat, que vous discutez avec le consommateur, il va vous parler qu'il a un projet d'un nouvel enfant. Donc voilà, il ne va pas dire j'ai besoin d'un endroit pour mettre un lit bébé. Mais à travers ces projets de vie, on arrive à deviner les problèmes qu'il va rencontrer et donc les solutions qu'on peut apporter. Alors, après les solutions, effectivement, on va vendre des produits qui vont générer du chiffre d'affaires, voilà, qui vont générer des profits. Ça, c'est le business. Mais ça, c'est la conséquence. Pour atteindre ce résultat, il y a tout ce qu'on fait avant. Et tout ce qu'on fait avant, c'est dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les consommateurs veulent qu'on les comprenne. Si on ne les comprend pas, si on ne les respecte pas, ils le disent. A contrario, si on réussit, effectivement, là, il y a le bouche à oreille social, avec toute la puissance du social. On renforce cette communauté. Exactement. Alors écoutez, on a l'impression d'avoir reçu un Suédois qui parle bien français aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle expérience, qui est une expérience qui donne envie, parce que c'est comme ça que le consommateur a envie que la marque voit la relation avec lui. Et on a vraiment envie que ce soit ça qui se développe, et pas d'autres exemples auxquels on pense tous, qui créent la méfiance, qui diffusent au-delà des marques concernées d'ailleurs. Et je pense que générer la confiance et faire preuve de confiance et d'empathie vers le consommateur, c'est un bon exemple qu'on a envie de voir prospérer, quoi. Donc merci encore. Merci Emmanuel, et juste pour finir, parce qu'on me demande souvent quelles sont les qualités requises. Alors je dirais il y en a finalement que deux. Il faut aimer les gens et avoir du bon sens. Ça semble assez vrai, oui, c'est vrai. Et être conscient que la mission, c'est intrinsèquement de rendre la vie des gens plus facile. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, ce que je me suis dit en vous écoutant, c'est que c'était à la fois la mission que se fixait votre entreprise, et qu'au sein de cette entreprise, la relation client, c'est aussi sa mission, c'est de rendre la vie des gens plus simple avec des produits qui ne le sont pas toujours, du moins du point de vue du consommateur. Merci encore. Merci Emmanuel.